bonsoir. J'ai décidé ce soir de faire une vidéo sur un homme extraordinaire, pas de notre temps, puisqu'il a vécu au XIXe siècle. Et cet homme s'appelait Alexandre de Humboldt. Je dis son nom à la française. Alexander von Humboldt, en allemand. Il était originaire du royaume de Prusse. Et pourquoi je veux parler de lui ce soir? Parce que dans ma vie professionnelle, j'ai souvent entendu: Oh, vous avez trop voyagé, pourquoi ci, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et je n'ai pas dit ça directement, mais j'aurais pu répondre: Vous savez, moi, par rapport à Humboldt, je n'ai pas fait grand-chose par rapport à lui. Et comme diraient les jeunes aujourd'hui, il arrache sa vie. Des vies comme ça, on n'en fait plus. C'était extraordinaire, il a vraiment eu une vie hors du commun, ce monsieur. Et j'ai une certaine passion pour lui parce que on n'en fait plus des types comme lui, mais aussi ce serait beaucoup plus difficile aujourd'hui pour des raisons de manque de liberté, des raisons financières. En fait, il est né à Berlin en 1769, au château de Tegel. Et sa mère était d'origine huguenote, son nom de famille était Colomb, et son père avait une haute position dans l'armée prussienne. J'ai entendu dire qu'il était d'origine noble, d'autres disent que non. Certaines fois, j'ai entendu parler de Alexandre von Humboldt, je le dis à la française, Humboldt, comme ayant eu le titre de baron. Mais ce n'est pas le plus important. Je veux faire cette vidéo par rapport au voyage, parce qu'on a tellement entendu ces dernières années des gens qui demandaient: Ah, est-ce qu'on peut voyager de façon sécurisée, en anglais? Is it safe to travel? Les gens avaient peur de voyager à cause de trucs invisibles, de machins qu'on ne peut pas voir, que je ne vais pas nommer. Et moi, comme je connaissais l'histoire de la vie de Alexandre von Humboldt, je me disais: mais les gens ne se rendent pas compte. Parce qu'au XIXe siècle, c'est un homme du XIXe siècle, au XIXe siècle, il était vraiment dangereux de voyager, parce qu'il y avait moins de confort, il n'y avait pas d'assurance vie, et quand on voyageait dans des contrées exotiques et lointaines, on pouvait être attaqué par des animaux sauvages, des peuples exotiques, des peuples indigènes très féroces, parce que von Humboldt est allé en Équateur. Et en Équateur, il y a une tribu qui existe toujours. J'ai oublié leur nom, mais c'est une tribu tellement féroce en Équateur qu'ils ont repoussé victorieusement dans leur passé à la fois les Incas et les conquistadors espagnols. Et cette tribu existe toujours. Et pour se protéger, se défendre s'il y a une attaque, si on essaie de les violer, les femmes de cette tribu portent plusieurs couteaux sur elles, et il y a un endroit, je ne vais pas vous dire où, devinez. Donc il y a des peuples vraiment féroces et des obstacles géographiques, voyager par la mer, les bateaux de ce temps-là. Je ne sais pas, est-ce qu'ils étaient vraiment moins sûrs que ceux de maintenant? Il était peut-être plus facile qu'un bateau échoue ou coule, mais il y avait il y avait des maladies qu'on ne connaissait pas, la médecine était soi-disant moins avancée. Donc au XIXe siècle, il était objectivement beaucoup plus dangereux de voyager que de nos jours. Et je vais vous raconter la vie de ce monsieur, qui fut un très grand voyageur, un surdoué. Moi, je le qualifierais de génie, parce qu'il a abordé et il a pris à corps tellement de sujets, de matières différentes, comme la géologie, l'anatomie, l'astronomie. Il a été ingénieur des mines, il a fait une école des mines en Allemagne.
Il s'intéressait à tout en ce qui concerne les sciences naturelles, les sciences sociales. Il a appris aussi, il a étudié les langues étrangères, le commerce. Euh, Aujourd'hui, on aurait dit c'est un touche-à-tout. Il touchait à tout, mais il maîtrisait ses sujets. Je fais une parenthèse, à l'époque c'était facile, ou plus facile, parce que euh, on en savait moins. Mais ce n'était pas du tout superficiel. C'était un homme qui avait un très bon cerveau, une profondeur d'esprit, un très gros intellect, et qui vraiment était, je l'ai peut-être déjà dit, géologue, botaniste. Il touchait à plein de matières en sciences naturelles et aussi en sciences sociales. Il s'intéressait à la condition des indigènes, des gens qui se trouvaient dans les pays où il voyageait. Et il a beaucoup voyagé. Donc, Alexandre von Humboldt passe une enfance plutôt solitaire au château de Tegel. Il a sa mère qui est froide et distante. Son père est souvent absent. Il a un frère et ce qu'il préfère, parce que le château, il y a un grand parc adjacent au château familial. Il a un frère, mais qui n'a pas les mêmes goûts. Et lui, Alexandre von Humboldt, il passe son enfance à rêvasser, à jouer seul, à ramasser des cailloux, à collectionner des feuilles mortes. Il se fait un cahier avec des insectes. Il collectionne euh, des objets qu'il trouve. Il se fait un cahier comme on le faisait avant, un cahier où on colle dessus des plantes desséchées. Donc, il passe beaucoup de temps seul, il réfléchit beaucoup. C'est un enfant solitaire et introverti. Et comme il fait partie au minimum de la grande bourgeoisie, sinon de l'aristocratie, il a la chance de faire des études. Et il va faire beaucoup d'études, il va rencontrer des gens très connus, comme Goethe, comme Goethe. Il va le rencontrer et il va être admis dans un groupe d'intellectuels qu'on appelle les classicistes de Weimar. Mais c'est aussi un romantique. Et c'est quelqu'un qui aborde la biologie, les sciences naturelles. euh, c'est tellement vaste ce qui l'intéresse. Je vous ai mis dans la description un lien où vous verrez toute sa biographie. Et il hérite d'une très grosse somme d'argent à la mort de sa mère. Il ne va pas à l'enterrement de sa mère. Il a un goût de voyager et il n'en perd pas une. Et par exemple, je me souviens il va en France, et en France, il rencontre un botaniste, Aimé Bonpland, et avec lui, il va partir en Amérique du Sud. Et l'Amérique du Sud, c'est je regarde dans mes notes, c'est de 1799 à 1804. Et il va voyager avec Aimé Bonpland. Il n'y a pas beaucoup de gens avec eux. Il a reçu une autorisation du roi d'Espagne pour aller dans les colonies espagnoles d'Amérique latine. Et avec Aimé Bonpland, il va voyager au Mexique, au Venezuela, en Équateur, dans les Andes, et ils vont même se retrouver en Amazonie. Et Alexandre von Humboldt va faire des milliers de croquis. Il dessine très très bien. C'est un très très bon illustrateur. Ça, c'est un talent dont je n'avais pas encore parlé. Et
il fait des centaines et des centaines de croquis d'arbres, de fleurs, d'animaux. Il fait aussi des dessins en coupe de montagnes, de volcans comme le Chimborazo. Et il y a un exemple que je voulais citer, c'est que quand ils sont en Équateur, Alexandre de Humboldt escalade un volcan. Il escalade le Chimborazo. Et le Chimborazo fait presque 6000 mètres de haut. Il n'arrive pas jusqu'au sommet et il doit redescendre. Mais donc il n'a pas d'équipement d'alpiniste comme les gens en auraient aujourd'hui. Il fait très froid au sommet et il a escaladé le Chimborazo presque jusqu'au sommet. Et ça, c'est un exploit en soi. Et c'est en Équateur, ce volcan, le Chimborazo, Chimborazo. Ce volcan est en Équateur. Et en Équateur, il y a cette tribu très féroce dont je vous ai parlé précédemment. Je n'ai pas lu qu'il les avait rencontrés, mais ces gens existent. C'est pour dire les obstacles géographiques qu'il a rencontrés. Les, il a rencontré des tas de peuplades indigènes. Il s'est arrêté aussi en Amazonie avec le botaniste français Bonpland. Et par exemple, quand il était au Mexique, Alexandre von Humboldt s'est intéressé au Mexique d'avant la conquête espagnole. Il s'est intéressé à ce qu'avaient laissé les Aztèques et les Mayas. Et il est responsable en partie pour avoir publié un vieux codex maya qu'on appelle le codex de Dresde, le Dresden Codex. Et c'est à lui qu'on doit cela. Et il a vu aussi, il a vu c'est une pierre sur laquelle est gravé un calendrier maya. Il a vu cet objet, il s'est beaucoup intéressé. euh, il a traversé tout le Mexique, de la côte ouest vers la côte est, en passant par Mexico City. Il a dit de très bonnes choses sur les chercheurs, les scientifiques, les gens qu'il a rencontrés au Mexique. Il s'est beaucoup intéressé aux antiquités mexicaines précolombiennes. Il a vu beaucoup d'anciens objets. Il a visité tous les musées qu'il pouvait. Il a rencontré des contemporains euh, euh, qui pouvaient l'informer sur ces grandes civilisations du passé. Et il s'est intéressé aussi, mais cela, il n'a pu l'écrire qu'après, parce qu'il était sponsorisé par le roi d'Espagne et il ne pouvait pas trop critiquer. Et quand il est revenu d'Amérique du Sud, il a parlé de l'esclavage, des classes laborieuses qui étaient maltraitées. Il a été dégoûté par l'esclavage. C'était aussi un homme qui avait du cœur. Et donc, euh, par exemple, au Mexique, il s'est arrêté dans la baie d'Acapulco. Acapulco, aujourd'hui, c'est un lieu de vacances, ça fait rêver. Mais il est passé par là, il est allé d'Acapulco jusqu'à Mexico City et jusqu'à Veracruz. Donc, euh, il a aussi, en Amérique du Sud, il a fait une pointe en étant là-bas, il a fait une pointe vers le nord, vers l'Amérique du Nord. Et en 1804, il rencontre le président des États-Unis, Thomas Jefferson, qui veut un peu l'interroger et l'utiliser pour savoir les frontières géographiques et un peu ce qui se passe en Louisiane, parce que la Louisiane est française. Et la Louisiane, ce qu'on appelait la Louisiane à l'époque, ça représentait un tiers des États-Unis. Ce n'est pas que l'État de Louisiane qu'il y a aujourd'hui, c'est tout ce qui a été découvert par Cavelier de la Salle. En canot, il est remonté avec des Indiens jusqu'à la frontière canadienne. Vous tirez un trait vertical de la Louisiane vers le Canada, et toute la partie du milieu des États-Unis, c'était un territoire français. Et c'est Napoléon Bonaparte
je dirais malheureusement, qui va le vendre aux Américains. Et donc, il rencontre Jefferson, il fait très bonne impression, et il a fait ces voyages incroyables en Amérique latine, il a traversé des rivières, il a fait une expérience avec des indigènes, il y avait des chevaux sauvages, et ils ont forcé les chevaux à aller dans la rivière pour que les chevaux, avec leurs sabots, remuent le fond de l'eau et que cela fasse remonter les anguilles électriques. Et plusieurs de ces chevaux sont morts. Et après, ils ont capturé ces anguilles et ils les ont, lui et mes bons plans, les ont découpées en morceaux, ils ont observé, ils ont cherché à comprendre comment ça se passait, comment un animal vivant pouvait avoir un tel courant électrique. Et il a fait aussi une coupe, un dessin, donc un dessin en coupe du Chimborazo et du volcan qui se trouve à côté. Et il a dit une très belle chose, je vais citer. Il a dit la nature parle d'elle-même de façon très éloquente. Les étoiles du firmament, qui nous remplissent d'admiration, se mouvent dans un orbite défini avec une précision mathématique combinant plusieurs sciences. Et Alexander von Humboldt avait ce talent pour maîtriser, comprendre plusieurs sujets, et il était capable de faire les liens, de comprendre les causes à effet, et de trouver dans un autre domaine la source de tel comportement animal ou de tel pourquoi telle plante se trouvait là, poussée à quelle altitude. Et il était capable, il était aussi très intuitif, très intelligent, et il était, en anglais on dit, mais ça c'est vulgaire, c'est un peu méprisant, un- un jack of all trades. Le mot touche à tout ne lui rend pas justice. Il était vraiment un surdoué. Et il a aussi, c'est une parenthèse, il a habité de façon intermittente en France pendant 20 ans et il partageait, je crois, un appartement où il vivait chez quelqu'un à Paris, rue Gay-Lussac. Et vers la fin, c'était un peu chaud parce qu'il y avait pas mal de sentiments anti-allemands. Il était allemand, il était originaire de Berlin, donc du royaume de Prusse. Et donc à la mort de sa mère, il avait hérité de beaucoup d'argent et puis il a fini par obtenir une pension du roi de Prusse ou de son héritier, du, du prince héritier de la personne qui lui a succédé. Et donc vers la fin de sa vie, il avait moins d'argent, mais il avait quand même un bel appartement à Berlin aussi. Et il a fait un autre voyage qui est aussi étonnant, avec la permission du tsar. C'est-à-dire que le roi de Prusse a dû demander une autorisation spéciale au tsar de Russie, à Nicolas II. Non, Nicolas Ier sans doute. Russie, 1829. Donc, il avait hérité à peu près de 100 000 thalers, et le mot thaler, T-H-A-L-E-R-S, c'est le mot qui a donné dollar. Et ça vient euh, du nord de la Bohème, cela vient en fait, le Joachim Staller, c'était une monnaie qu'on trouvait en Bohème dans l'actuelle République tchèque. Donc il avait hérité d'une grosse fortune, et avec l'autorisation du tsar qui lui donne un équipage, il y a des gens qui l'accompagnent, il y a d'autres scientifiques, et pour la sécurité, pour leur sécurité, il y a aussi des Cosaques qui les accompagnent. Et donc cette fois-ci, c'est un voyage avec beaucoup de monde autour de lui, c'est une grosse organisation, ce n'est pas comme l'Amérique du Sud où il était, à part quelques serviteurs, il était seul avec Aimé Bonpland et où de temps en temps il rencontrait des intellectuels et des scientifiques dans le pays où ils étaient, et il a rencontré Simon Bolivar en Amérique du Sud. Alexandre von Humboldt a rencontré le libérateur, Simon Bolivar. Russie, c'est un voyage qui va durer 8 mois.
Il va parcourir plus de 15 000 kilomètres et au total, ils vont avoir besoin de plus de 12 000 chevaux. Euh, Ça a dû être très dur pour les chevaux, mais il a parcouru toute la Russie jusqu'à la Mongolie et lui, mais il n'en avait pas l'autorisation. En fait, il aurait aimé aller jusqu'en Inde, il aurait aimé explorer beaucoup plus de pays en Asie, mais ça c'est plutôt vers le milieu de sa vie. Et bien qu'il soit plus âgé, il fait quand même 10 ou 20 kilomètres à pied par jour. Et donc ils ont eu besoin de beaucoup de chevaux. Je pense que certains de ces chevaux ont dû mourir de froid ou d'épuisement. Mais bon, c'est c'est complètement extraordinaire et c'est incroyable. Quelqu'un au 19e siècle qui traverse toute la Russie avec le froid, les ours, les tigres, tous les dangers, ce pays immense et fascinant. Et il a fait ça. Et il a fait aussi des voyages plus courts. Il a visité pas mal de pays en Europe. Et son premier voyage d'explorateur, en fait, c'était le long du Rhin. Et en 1790, il a publié un traité sur les couches minéralogiques de basalte le long du Rhin. Ça s'appelait Mineralogische Beobachtungen über einige Basalte am Rhein. Et j'avais parlé de ses études. Il a étudié entre autres à la fameuse université de Göttingen. Il était diplômé de l'école des mines et donc il avait fait quelques voyages, je crois aussi aux Pays-Bas. Il a beaucoup habité en France, c'était un peu son port d'attache. Et je regarde si je n'ai pas oublié quelque chose. Oui, j'ai parlé des anguilles électriques, en anglais electric eels. Et en fait, il a beaucoup fait de commentaires, beaucoup pris de notes tout le long de sa vie, lors de ses voyages en Amérique du Sud. Il avait écrit plus de 4000 pages et il a écrit euh, de 1845 à 1862. Il a compilé une très grosse encyclopédie qui s'appelait Cosmos. Cosmos avec un K. Et donc, cet homme extraordinaire, qui est d'ailleurs vers la fin de sa vie a brûlé toute sa correspondance privée, personnelle, on soupçonne qu'il était homosexuel, parce qu'il n'a jamais été marié. On dit qu'il avait une aversion pour les femmes. Il y a des gens qui l'ont rencontré, qui ont dit certaines choses sur lui. On pense qu'il était asexuel ou homosexuel. Et vers la fin de sa vie, il a fait une lettre de recommandation pour une jeune femme, une jeune femme qui s'appelait Ida Laura Pfeiffer. C'est une des premières femmes à avoir fait le tour du monde et Alexander von Humboldt lui a fait une lettre de recommandation pour l'aider, pour qu'elle soit bien accueillie partout où son nom à lui était connu. Elle a fait le tour du monde entre 1846 et 1855. Il a curieusement laissé beaucoup d'argent à son valet. Il y avait une très grande différence d'âge entre lui et son valet Seifert. On soupçonne qu'il y avait peut-être une relation homosexuelle vu la grande différence d'âge. Et en ce temps-là, il s'arrangeait comme ça. Il faisait passer pour serviteur un amant beaucoup plus jeune quand cet amant était d'une classe sociale beaucoup plus basse. Et von Humboldt sera aussi le parrain de la fille de son valet. Et en fait, il va mourir dans son appartement à Berlin à l'âge de 89 ans, dans Oranienstraße.
Il va mourir sans s'être cassé une jambe. Il ne s'est pas cassé le petit doigt. Il va mourir sans une égratignure. Je n'ai jamais lu qu'il ait été malade. C'est un homme qui n'était presque jamais malade. Donc, de 1857 à 1859, il va avoir des problèmes cardiaques et il va finir par s'éteindre en mai 1859, donc dans son appartement de Berlin. Et moi, c'est ce qui m'étonne le plus, autant que son parcours extraordinaire. Ça a été un aventurier, un explorateur comme on n'en fait plus. Et il meurt chez lui, dans son lit. Il meurt chez lui, dans son lit. Et c'est ça qui est aussi extraordinaire, parce qu'il n'a jamais eu d'accident, il n'a pas été mangé par un tigre, il n'a pas été attaqué par des peuples primitifs. Il meurt chez lui, dans son lit, et il sera enterré avec tous les honneurs. Il y a une université à Berlin elle a été fondée par son frère aîné, par Wilhelm von Humboldt. Il y a l'université von Humboldt à Berlin, il y a aussi une fondation von Humboldt, et il y a aussi ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'il y a des tas de choses qui portent, et d'objets et d'êtres vivants qui portent son nom. Il y a un courant le long de la côte ouest de l'Amérique du Sud qui s'appelle le courant Humboldt. Il y a un poulpe qui porte son nom, un pingouin, une espèce de pingouin, un chêne des Andes et des milliers de plantes. Il y a des villes qui s'appellent Humboldt aux États-Unis, des lieux géographiques. C'est incroyable. Il y a même 2 astéroïdes. Et sur la Lune, il y a une mer, il y a la mer de Humboldt. Donc on trouve même son nom sur la Lune. C'est une vie extraordinaire. Et il est enterré au château de Tegel, là où il avait grandi. Donc moi, je voulais faire partager cette vie extraordinaire d'un voyageur. Moi, ça me fait rêver. Alors, quand on me dit, Mademoiselle Truc, vous avez trop fait de ceci, trop fait de cela, vous avez trop voyagé, etc. Mais les gens ne savent rien. Les gens aujourd'hui ne savent que dalle. Et dans le passé, il y a des gens, euh, moi j'ai rien fait à côté de cet homme, mes petits voyages ne sont rien par rapport aux milliers de kilomètres qu'il a fait, toute la moitié nord de l'Amérique du Sud, la Russie dans toute sa longueur, c'est euh, c'est peu. Et on dirait que les gens n'ont rien vu en fait. Et c'est ce qui m'étonne, c'est qu'avec Internet, l'informatique, les médias sociaux, en fait, moi j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui en savent de moins en moins. Et c'est pour ça que je voulais faire partager, raconter la vie passionnante de cet homme hors du commun, qui a été avant tout un grand solitaire et c'est vrai qu'il a eu des avantages. Il était privilégié socialement, il a hérité d'une grosse fortune à la mort de sa mère, c'est vrai tout cela, mais il en a fait quelque chose, il en a même fait beaucoup. Et c'est quelqu'un qui a été un peu oublié, il y a une recrudescence, une- il y a eu un engouement il y a une dizaine d'années à nouveau pour lui, mais c'est un homme en plus qui n'était pas laid du tout, qui ne s'intéressait pas aux femmes. Mais sur les portraits, les peintures qu'on a de lui, les tableaux, ses portraits, on voit sur certains portraits un regard lumineux. Il y a de la lumière dans ses yeux. Voilà. Donc un homme soi-disant homosexuel, solitaire, euh, au fond solide, et pour parodier quelqu'un, il marchait seul.
C'est un homme qui s'est, il avait aussi les moyens, il s'est tenu debout tout seul, mais au 19e siècle, il fallait le faire. Bravo, Alexander von Humboldt. À bientôt.